Toujours plus d'actu sur BX1 +. Avant cela, on va retrouver Alain Marron, qui est le ministre bruxellois de la Santé. On va commenter deux faits majeurs de l'actualité de cette journée de jeudi. Premier fait majeur, c'est une circulaire que Alain Marron adresse aux maisons de repos de la région bruxelloise. Bonjour Alain Marron, merci d'être avec nous. Vous sortez à l'instant d'une réunion du gouvernement de la région bruxelloise. Merci de prendre quelques minutes pour discuter de tout ça avec nous. Cette circulaire, c'est l'idée que cette fois-ci, on va être prêt pour la seconde vague. Vous aviez regretté qu'il n'y ait pas de plan qui soit prêt lorsque le Covid-19 est arrivé. Cette fois-ci, on a pris les devants. Tout, a priori, sera en ordre, en tout cas pour cette deuxième vague que les experts annoncent, mais dont on n'est pas tout à fait sûr qu'elle adviendra quand même. Hein. Donc c'est clair qu'on a une responsabilité particulière. Ce que je veux dire, c'est que les maisons de repos et un certain nombre d'organisations publiques n'aient pas été tout à fait prêts pour faire face à la première vague, ou même prêts du tout pour faire face à la première vague, ça peut être compréhensible, mais pas en cas de deuxième vague. Donc nous avons une responsabilité morale, politique et opérationnelle même à ce que les choses soient en ordre. Et donc Iris Kerr a donc émis cette circulaire en concertation avec mon cabinet. Il y a eu aussi du dialogue préalable avec les maisons de repos, les représentants des maisons de repos. En fait, ça part de deux côtés. D'une part, Iris Kerr elle-même, donc l'administration régionale, va... Donc Iris Kerr, c'est le service bruxellois de la santé. Hein. Ouais, c'est l'organisme d'intérêt public co-géré avec les partenaires sociaux qui gère une partie des politiques sociales et de santé à Bruxelles. Et donc, va constituer elle-même son propre stock stratégique de matériel, notamment des masques, mais pas seulement, un stock de 3 mois. Va aussi mettre en place une centrale d'achat pour aider les institutions à acheter et mettre en place des formations. De leur côté, on demande à ce que les maisons de repos constituent elles-mêmes un stock de matériel de 1 mois, quitte à faire appel à la centrale d'achat de Iris Kerr, et mettre en place toutes les procédures. On a vu combien les personnels n'étaient pas nécessairement formés, combien organiser un cohortage, c'est-à-dire une séparation à l'intérieur d'une maison de repos entre des personnes infectées et des personnes non infectées, ça n'est pas évident, ça n'est pas nécessairement évident si on n'a pas de plan de départ. Là, il devrait y avoir nécessairement et obligatoirement des plans, par exemple. Oui, donc concrètement, donc il y a cette réserve de matériel. Donc quand on parle de matériel, ce sont les masques, les tabliers, les blouses, etc. Il y a donc cette nécessité d'avoir un plan d'urgence, cette nécessité aussi d'avoir une cellule de crise, mais aussi vous demandez désormais aux maisons de repos d'avoir un partenariat avec un hôpital d'une part et avec un laboratoire d'autre part. C'est quoi l'idée d'avoir un partenaire? C'est de réagir plus vite dans le cas où on a un foyer d'infection dans une maison de repos? Donc déjà, il faut savoir que les maisons de repos et de soins, donc celles qui s'occupent des cas les plus lourds, mais qui sont une bonne partie des maisons de repos à Bruxelles, sont obligées d'avoir un partenariat avec un hôpital, le service gériatrique d'un hôpital, pour gérer un certain nombre de problématiques médicales. On va un cran plus loin pour toutes les maisons de repos. C'est important s'il y a une vague d'infection, qu'il y a un lien privilégié avec le personnel hospitalier, entre la maison de repos et le personnel hospitalier. On a vu aussi pendant la crise qu'il y avait des questions qui s'étaient posées sur la prise en charge. À partir de quand est-ce qu'on prend en charge à l'hôpital des personnes infectées et malades dans les maisons de repos? Comment sont établies les procédures? Comment est-ce qu'elles sont éclaircies, etc. Et donc là, le lien entre la maison de repos et l'hôpital et le dialogue entre les médecins et les équipes médicales d'un côté et de l'autre est indispensable. C'est ça qu'on voulait vous faire. Ça veut dire que toutes les maisons de repos doivent trouver un hôpital qui accepte de travailler avec elles. Hein. Il n'est pas question qu'il y en ait qui ne trouvent pas de partenaire. Non, toutes devront avoir un partenariat avec un hôpital. C'est déjà le cas pour les maisons de repos et de soins. Donc la majorité d'entre elles ont déjà un lien privilégié avec un hôpital, en tout cas le service gériatrique d'un hôpital, donc on va juste un cran plus loin. Pour les labos, c'est pour être sûr qu'on ait une capacité activable rapidement. Si on doit rapidement tester tout le monde parce qu'il y a un cluster dans une maison de repos, qu'on repère qu'il y a 2, 3, 4 malades dans une maison de repos, forcément on va tester un maximum de personnes qui ont été en contact avec ces malades au sein de la maison de repos pour éviter d'avoir un gros cluster, un gros foyer sur la maison de repos. Il faut donc très rapidement que les tests puissent être effectués et qu'on puisse obtenir les résultats. Et donc, il faut un accord préalable entre chaque maison de repos et au moins un labo. Et on peut imaginer que les tests qui viennent de la maison de repos seront prioritaires pour le labo, que ça ira plus vite? Non, mais les labos peuvent aller assez rapidement. Ce qui est sûr, c'est que le labo doit être capable de faire face
à une demande rapide et massive. Si on doit tester 30 personnes, il doit pouvoir répondre rapidement à ces 30 tests-là. Alors, on ne va pas passer toute la circulaire en revue. Vous y rappelez notamment un certain nombre de mesures sanitaires, un certain nombre de mesures d'hygiène que les maisons de repos doivent observer. Un point, malgré tout, on demande aux maisons de repos d'avoir un fournisseur d'appareils qui aide à la respiration. C'est quoi l'idée? C'est qu'on va demander aux maisons de repos de pouvoir mettre des patients sous respirateur artificiel. C'est pas le job des hôpitaux, ça? Donc, il n'est pas question d'induire le fait qu'on n'hospitalise pas des gens qui devraient l'être et qu'on demanderait aux maisons de repos de garder les personnes qui sont vraiment en très grande détresse respiratoire et qui normalement devraient être hospitalisées. Ce n'est pas du tout le but. Il se passe que dans le travail coutumier et habituel d'une maison de repos, un certain nombre de personnes en maison de repos et de soins peuvent avoir besoin d'une petite assistance respiratoire. Ce n'est pas une mise sous respirateur. Donc, ce n'est pas forcément lié au Covid-19? Non, ça existait déjà avant. Mais évidemment, dans les cas Covid, on a eu beaucoup de cas de personnes atteintes, mais pas nécessairement gravement atteintes, qui ont eu besoin de ce supplément d'oxygène. Ça a amélioré fortement leur vie et ça a aussi empêché que la maladie ne détériore plus encore leur état. Or, il s'est avéré que dans un certain nombre de cas, il y a eu un manque de matériel, un manque de bonbonnes en fait, et d'accès à l'oxygène parce que la demande était partout, évidemment. Et donc là, on veut sécuriser aussi l'accès à ce type de matériel qui améliore grandement la vie des personnes qui ont besoin de ce petit surplus d'oxygène. Alors ça, c'est un point qui est pour le mois de septembre. L'ensemble des autres mesures, elles sont a priori pour le 31 juillet. C'est-à-dire que les maisons de repos doivent se conformer à cette circulaire relativement rapidement. Je voudrais vous interroger sur le reste de l'actualité liée au Covid-19 à la Marron, et notamment cette idée que pour ceux qui viennent d'une zone à risque, ce que les affaires étrangères appelleront bientôt les zones rouges, donc là où il y a des processus de reconfinement, et on parle par exemple de la Galice ou d'une petite zone de Catalogne en ce moment, il y aura une obligation de respecter une mise en quarantaine. On devra rester 2 semaines chez soi et il y aura des amendes à la clé. Est-ce qu'on connaît déjà le montant des amendes? C'est un dispositif qui va être activé par les régions. La Flandre a déjà communiqué en disant chez nous il y aura une amende de 4 000 € et on risque jusqu'à 6 mois de prison si on ne respecte pas l'ordre de confinement ou l'ordre de quarantaine. Ce sera le cas également à Bruxelles ou pas? Oui, mais d'abord, la chose à dire, c'est que le message qui est envoyé à la population par le Code éco d'hier, c'est « n'y allez pas ». N'allez pas dans ces zones-là. N'y allez pas. La zone rouge, c'est d'abord interdiction d'y aller. Et le site des affaires étrangères sera mis à jour et très clair en ce sens. C'est d'abord quelque chose de préventif. Pour les personnes qui se retrouveraient un peu par hasard ou à l'insu de leur plein gré dans une zone rouge, ou simplement ils vont dans une zone qui devient rouge pendant le cours de leur séjour, alors oui, on met en place un dispositif au retour, pas pour punir les personnes, c'est pas le point, c'est pour protéger l'ensemble de la population. Mais donc oui, il y aura une mise en quarantaine obligatoire, on va passer les textes, on en a discuté en gouvernement ce matin, on va passer les textes au Parlement la semaine prochaine avec l'aide des parlementaires qui devront déposer eux-mêmes le texte pour que ça aille plus vite et pour qu'on soit prêt encore au mois de juillet avec des textes. Il y aura des amendes qui existaient déjà, parce qu'il y a déjà des mises en quarantaine obligatoires. Si vous avez la tuberculose à Bruxelles, les services de la région peuvent déjà vous obliger à être mis en quarantaine. Et si vous ne respectez pas la quarantaine déjà aujourd'hui, depuis des années, vous êtes soumis à des amendes qui, sur les chiffres de 2007, sont entre 1 et 500 €, mais évidemment ces chiffres ont évolué avec le temps, ils sont indexés, et des peines de prison sont possibles aussi. Donc tout ça existait déjà dans la législation régionale, va être aussi appliqué pour les cas suspect Covid, y compris pour les gens qui reviennent de zone rouge. Et donc l'amende bruxelloise, elle est de 500 €, mais il y a un effet multiplicateur. Ça veut dire qu'on ne sera pas loin des 4 000 € au final, c'est ça? On sera. Alors, je n'ai pas fait le calcul exact, mais nous n'allons pas modifier la législation. Et le prix existe, en fait. C'est une législation qui existe depuis longtemps, avec des montants qui sont adaptés. De toute façon, c'est la justice. À un moment, c'est un juge qui, s'il y a une condamnation pénale, c'est un juge qui. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce respect de la quarantaine, ça va devenir une obligation avec une sanction à la clé. Ce sera le cas aussi pour ceux qui reçoivent une obligation de quarantaine de la part de leur médecin, même s'ils ne sont pas de retour d'un voyage à l'étranger. On sait qu'il y a des gens qui ont été mis en quarantaine par leur médecin ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et pour eux, il n'y avait pas de sanction. Oui. Ça va changer? C'est la décision qui a été prise par le Code éco hier, donc le comité de concertation avec la Première ministre et tous les ministres présidents, qui a bien dit dorénavant, c'est obligatoire avec les sanctions à la clé, non seulement pour les personnes qui reviennent de zone rouge, mais aussi pour les personnes qui ont été en contact direct avec ce qu'on appelle un cas index, c'est-à-dire une personne dont on est sûr qu'elle est infectée.
Dernière question d'actualité. Alain Marron, le Conseil supérieur de la santé annonce ce matin qu'il serait favorable à une obligation de porter le masque dans les magasins. Est-ce que vous avez une position? Est-ce que vous seriez également favorable à ce que ça devienne désormais obligatoire d'avoir un masque lorsqu'on fait ses courses dans un magasin? Nous étions ouverts en tout cas à cette éventualité. Elle a été portée aussi par la région Wallonne, pour être clair, par M. Di Rupo, qui l'a portée en Côte-d'Éco. La ministre de la Santé Wallonne l'avait portée en Sim Santé également. Mais simplement, ce que nous, on dit, c'est que la mesure doit être la même pour toute la Belgique. Si on prend une mesure de port du masque obligatoire dans les magasins, qui peut être une mesure utile, alors ça doit être actif sur toute la Belgique. Là encore, pas de raison d'avoir des règles différentes entre la Flandre, Wallonie et Bruxelles, mais cette mesure va plutôt dans le bon sens, clairement. Donc aujourd'hui, elle n'est pas décidée, mais si elle revient sur la table, vous ne vous y opposerez pas, j'ai bien traduit. Absolument. Merci beaucoup Alain Marron d'avoir été notre invité ce midi. Donc Alain Marron, ministre bruxellois en charge de la santé. Merci à vous.